Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour à tous et bienvenue dans ce cours des dipôles magnétiques qui fait partie du module électromagnétisme dans le vide. Ce cours est destiné aux étudiants de la filière SM et S4 et considéré comme la suite des autres cours déjà établis en présentiel. L'objectif de cette leçon est de déterminer le potentiel vecteur et le champ magnétique créé à grande distance par un dipôle magnétique en un point quelconque de l'espace. À partir d'expressions du champ magnétique qui sera déterminée, on peut ainsi déduire les lignes du champ magnétique. On terminera ce cours par l'étude des actions que subit un dipôle magnétique, c'est-à-dire qu'on va examiner l'effet d'un champ magnétique extérieur sur le dipôle magnétique. Dans un premier temps, on commence par définir la notion d'un dipôle magnétique en mettant l'accent sur les différents types de dipôles. On appelle dipôle magnétique toute source de champ magnétique qui peut être un circuit parcouru par un courant I ou un aimant et dont les dimensions petit t sont très petites devant les distances petit r auxquelles on se place pour étudier ces effets. On désigne ici par les effets le champ magnétique que peut produire une source de champ. Sur cette figure, on représente un dipôle magnétique parcouru par un courant I et de dimension petit t. M est un point de l'espace où on veut déterminer le champ magnétique B créé par le dipôle. Ce point M est distant de R égale à N d'origine O de dipôle, tel que petit r est très grand devant la dimension T de dipôle, ce qu'on appelle l'approximation dipolaire. Ce dipôle magnétique est entièrement caractérisé par un vecteur dipolaire magnétique noté petit m orienté selon l'axe OZ, axe de dipôle. Qu'est-ce qu'un moment dipolaire magnétique? On appelle moment magnétique d'un dipôle cas d'un circuit filiforme noté C. Le vecteur petit m égale à I fois le vecteur S est égal à I fois le S fois le vecteur petit n, où S est la surface du dipôle s'appuyant sur le contour C et petit n est le vecteur unitaire perpendiculaire à la surface du dipôle et dans le sens il y a celui du courant par la règle du tire-bouchon ou la règle de la main droite. L'unité de moment magnétique est l'ampère mètre carré. Alors, comme l'indique cette figure, le vecteur moment magnétique a une direction qui est perpendiculaire au plan de la surface de dipôle. En ce qui concerne le sens, si on applique la règle du tire-bouchon, celui-ci, c'est-à-dire le tire-bouchon, il tourne dans le sens de I et progresse vers le haut, c'est-à-dire vers le sens du vecteur N normal à la surface de dipôle. Pour une bobine à spire identique, le vecteur moment magnétique total s'écrit vecteur M égale à N fois le vecteur moment magnétique d'une seule spire égale à N fois le courant I fois S fois le vecteur petit n, ou encore N fois le courant I fois le vecteur S. Passons aux différents types de dipôles. On distingue deux types de dipôles, dipôle actif et dipôle passif. Lorsqu'on considère les actions exercées par le dipôle de dimension petit t, en un point N situé à une distance petit r d'une origine O du circuit, tel que la dimension T de dipôle est très inférieure à petit r, on parle d'un dipôle actif. Un dipôle actif peut être considéré comme un circuit parcouru par un courant I qui crée un champ magnétique à grande distance, c'est donc un créateur de champ magnétique. Dans le cas contraire, si un dipôle magnétique parcouru par un courant I subit les actions d'un champ magnétique extérieur et dont les dimensions petit t sont très petites vis-à-vis de la distance petit r caractéristique de la variation de champ, c'est-à-dire pour d très inférieur à r, on parle d'un dipôle passif. Alors dans ce cas, le champ extérieur qui agit sur le dipôle est uniforme ou quasi uniforme. Un dipôle est donc dit passif si on étudie à grande distance par rapport aux dimensions d de dipôle l'action d'un champ magnétique extérieur uniforme ou quasi uniforme sur le dipôle magnétique. Alors passons au calcul de potentiel vecteur créé à grande distance par un dipôle magnétique. Alors pour ce faire, considérons un dipôle circulaire représenté par une courbe C de centre O, de rayon grand R et parcouru par un courant I et ayant un moment magnétique orienté selon l'axe OZ, axe de dipôle.
on suppose que ce dipôle magnétique il est contenu dans le plan OXY. Alors, soit M un point d'espace où on veut déterminer le potentiel vecteur, soutient une distance petit r d'origine O de dipôle, avec R qui représente la coordonnée radiale et coordonnée sphérique R, θ et φ. Pour établir l'expression de potentiel vecteur A et du fait que la sphère circulaire est considérée comme un conducteur filiforme, on considère donc un élément de longueur D de L soutient un point P de la sphère. Cet élément DL crée en M le potentiel vecteur élémentaire D de A égale à μ0 sur 4pi I fois le vecteur dS sur P de M, avec le vecteur P de M qui est égal au vecteur OM moins le vecteur O de P. Le vecteur OM est égal à petit r fois le vecteur unitaire E petit r et le vecteur O de P est égal au rayon fois le vecteur unitaire E grand R. Avec E petit r est un vecteur unitaire de la base sphérique ER, Eθ, E de phi relative au point M, et le vecteur unitaire E grand R est un vecteur unitaire de la base polaire ER, E de psi, avec E de psi, un vecteur unitaire qui est perpendiculaire à E de R et parallèle à DL. À partir de l'expression vectorielle de P de M, alors on en déduit le module de Pm qui est égal à la racine de Pm scalaire P de M, ou encore P de M est égal à la racine de R carré moins 2 fois produit scalaire de vecteur OM et O de P plus R carré égal aussi à R, facteur de cette quantité, le tout à la puissance 1/2. Alors, à partir de la définition du dipôle, on a le rapport grand R sur petit r très inférieur à 1. On peut donc négliger le terme d'ordre 2 égal à grand R carré sur petit r carré devant celui d'ordre 1 égal à grand R sur petit r, d'où on a 1 sur Pm égal à 1 sur petit r facteur de 1 moins 2 grand R sur petit r produit scalaire des deux vecteurs unitaires E petit r et E grand R, le tout à la puissance moins 1/2. Alors, on pose petit x est égal à grand R sur petit r très inférieur à 1, c'est-à-dire que x tend vers 0, un paramètre A égal à 2 fois le produit scalaire de E petit r et E de grand R. Alors, dans ce cas, 1 sur Pm s'écrit sous forme d'une fonction f de x qui est égal à 1 moins ax plutôt à la puissance moins 1/2. Alors, comme x tend vers 0, on peut donc effectuer un développement limité de la fonction f de x voisinage 0 à l'ordre 1, ce qui donne f de x égale à f0 plus f'0 fois x est égal à 1 plus ax sur 2. Alors, ce qui conduit à 1 sur Pm égale à 1 sur R, facteur de 1 plus grand R sur petit r, E petit r scalaire E grand R. Alors, reportons cette expression dans la relation de potentiel vecteur A, à savoir l'intégrale de I D de S sur Pm, le potentiel vecteur A s'exprime sous forme de deux expressions d'intégrale qu'on doit calculer. L'intégration s'effectue sur tous les points P appartenant à la courbe C. Alors, commençons par l'évaluation du premier intégral. Alors, soit R, c'est les coordonnées polaires de P, le vecteur O de P s'exprime ainsi par la relation. Le vecteur O de P est égal au rayon fois le vecteur E grand R, avec le vecteur unitaire E grand R est égal à cosinus psi fois I plus sinus psi fois J. Alors, ce qui implique que le vecteur D de L qui est égal à D de P est égal à R D de psi moins sinus psi I plus cosinus psi fois J, ou encore R D de psi E de psi, avec E de psi est égal à moins sinus psi I plus cosinus psi fois J. Alors, on remarque que le vecteur D de S s'exprime par deux expressions. Une première expression établie dans la base cartésienne fixe, et une deuxième expression exprimée dans la base polaire ER, E de psi. Or, l'intégration des vecteurs D de L doit s'effectuer dans une base qui est fixe, et comme E de psi est un vecteur mobile, pour intégrer, on doit donc choisir pour le vecteur dl la première expression égale à R d de psi moins sinus psi de I plus cosinus psi fois J. Alors, comme l'intégrale de cos psi d de psi égale l'intégrale de sinus psi d de psi entre 0 et 2p, alors l'intégrale du vecteur d de L pour tous les points p appartenant à la courbe C égale à vecteur 0. Alors, passons à l'évaluation de deuxième intégrale. Alors, pour calculer ce deuxième intégrale, on doit déterminer le produit scalaire E de R et E de grand R dans la base cartésienne fixe. Alors, c'est R, θ et phi les coordonnées sphériques du point L.
Alors, ce qui implique que le vecteur E petit r égale à sinus θ E de rho plus cosinus θ fois le vecteur K, avec E de rho qui est égal à cosinus phi I plus sinus phi fois G, un vecteur unitaire dans le plan XY. Alors, ce qui entraîne que le vecteur unitaire E petit r égale à sinus θ cosinus phi fois I plus sinus θ fois sinus phi fois J plus cos θ fois le vecteur K, expression que vous connaissez déjà en coordonnées sphériques. Alors, en calculant le produit scalaire des deux vecteurs unitaires E petit r et E grand R, on trouve que ce produit scalaire est égal à sinus θ cosinus phi cosinus psi plus sinus θ sinus phi sinus de psi. En insérant ce résultat de produit scalaire et celui de vecteur dl égal à r de psi moins sinus psi et plus cosinus psi fois j dans l'expression de potentiel vecteur A, on obtient une expression sous cette forme pour le potentiel vecteur A, où psi est la variable d'intégration, θ et phi sont des constantes. Alors, dans cette expression d'intégrale A, il existe trois types d'intégrales, à savoir l'intégrale de cosinus psi sinus psi d de psi entre 0 et 2π qui est égale à 0, et l'intégrale de cosinus carré de psi d de psi entre 0 et 2π qui est égale à l'intégrale sinus carré de psi d de psi entre 0 et 2π égale à p. Alors, en effet, pour évaluer ce premier intégral, on fait le changement de variable x égale à sinus de psi, ce qui donne dx est égal à cos psi d de psi, et par suite l'intégrale de cosinus psi sinus psi d de psi entre 0 et 2π égale l'intégrale de x dx entre 0 et 0, ce qui vaut 0. Alors, pour évaluer le deuxième et troisième intégral, on doit expliciter les deux termes cos carré de psi et sinus carré de psi, soit cos carré de psi est égal à 1 demi-facteur de 1 plus cosinus de psi, et sinus carré de psi est égal à 1 demi-facteur de 1 moins cosinus de psi. Et comme l'intégrale de cosinus de 2 psi d de psi entre 0 et 2π égale à 0, alors l'intégrale de cos carré de psi d de psi égale à l'intégrale de sinus carré de psi d de psi entre 0 et 2π égale à 4. Alors, en insérant ce résultat d'intégrale dans l'expression de potentiel vecteur A, on obtient une expression sous cette forme qui peut encore s'écrire de manière réduite, mi0 petit m sur 4πr carré sinus θ E de phi, avec petit m égale à I fois S égale à IPr carré, où S qui est égal à PR carré, la surface de dipôle, et E de phi est égal à moins sinus phi I plus cosinus phi fois J. Alors, on a déjà montré que le dipôle magnétique il est caractérisé par un vecteur moment magnétique. On doit donc exprimer ce potentiel vecteur A en fonction de vecteur moment magnétique M. Alors, en rappelant que le potentiel, le vecteur unitaire ER il est donné sous cette expression, et en calculant le produit vectoriel de K et R qui est égal à sinus θ E de phi, en utilisant les deux relations, vecteur M égale à M fois le vecteur A, le vecteur unitaire ER égale le vecteur R sur petit r, alors finalement, on trouve que le potentiel vecteur créé à grande distance par un dipôle magnétique de forme circulaire a pour expression A égale à mi0 sur 4π, le vecteur moment, produit vectoriel vecteur R sur R3.